Le digital est une révolution de fond qui oblige toute entreprise à se transformer, quel que soit le secteur d'activité. Certaines l'ont compris avant d'autres, et qui en plus crée une concurrence nouvelle. C'est-à-dire que le digital rebat les cartes de la concurrence. Tout le monde devient co-occurrent, sinon concurrent, de tout le monde avec le digital. Donc il n'y a pas d'autre choix aujourd'hui pour les entreprises que d'embrasser en quelque sorte le digital et de transformer ce qui pourrait être un problème en une opportunité. Being est né en France il y a quelques années de la fusion de plusieurs agences qui appartenaient au groupe TBWA en France pour proposer une offre différente d'agences intégrées, intégrant également le design. Très souvent, les agences de design fonctionnent de manière complètement autonome et disjointe des agences de communication, qu'elles soient publicitaires, digitales ou corporate. Et il nous a semblé évident que dans le futur, parce que les innovations sont de plus en plus communicantes, il était important d'utiliser le design comme une arme d'activation de la communication sur une base annuelle et pas quelque chose qu'on active uniquement de temps en temps. Et donc, pour défendre la valeur de marque, la valeur ajoutée de design est absolument fondamentale. C'est vrai aussi dans le digital. Le design du nom de son site, du nom de son application, du look and feel de son application, de l'ergonomie, sont des éléments absolument structurants de la performance business. Ce n'est pas juste le plaisir de faire beau, même si on sait que la laideur se vend mal, donc quitte à faire, autant faire beau, mais c'est aussi un élément de performance pure. L'ergonomie, pour prendre cet exemple, le UX design, comme disent les gens du digital, sont des choses absolument fondamentales pour la performance même du business des entreprises aujourd'hui. La magie du métier de communicant, c'est qu'il s'agisse d'une communication orale, qu'il s'agisse d'une communication qui passe par l'intermédiaire d'un support dit traditionnel, la télévision, le cinéma, la radio, l'affichage, la presse, ou qu'il s'agisse d'une communication digitale, c'est l'idée qui fait la différence. C'est-à-dire qu'une idée, une bonne idée, est un démultiplicateur par 10, par 100, parfois par 1 million, parce que le message est le bon, indépendamment de la stratégie des moyens. L'optimisation d'une stratégie des moyens, en moyenne, c'est un multiplicateur de 2 ou 3. L'optimisation du message, de l'idée, en moyenne, c'est un multiplicateur de 10 ou de 30, et qui parfois est beaucoup plus. Donc l'enjeu reste plus que jamais d'avoir la formulation de l'idée qui tue, c'est-à-dire de l'idée qui est la plus pertinente et qui vous touche en fonction de l'état d'esprit dans lequel vous êtes, de votre connaissance du sujet et de l'atmosphère ambiante, d'environnement concurrentiel dans lequel vous vous trouvez. Donc le métier fondamental, au fond, depuis 30 ans, n'a pas changé. Ce qui a changé, c'est les moyens de l'exprimer. Le digital a ouvert la porte à des moyens nouveaux, beaucoup plus économiques, puisque si on produit un message à fort potentiel de viralité, on réalise une économie considérable sur l'achat d'espace. Et donc, ce qui s'est transformé, c'est la fameuse loi des 20-80, historiquement, où on mettait 20% de l'argent dans la production et 80% dans l'achat d'espace. Potentiellement, progressivement, pourrait devenir une loi des 80-20, c'est-à-dire on mettra 80% dans la production de contenu pour seulement 20% dans l'achat d'espace. Mais il n'empêche que l'enjeu, c'est la bonne idée, la bonne histoire, la bonne manière de raconter l'histoire pour atteindre la meilleure performance possible. Une bonne idée, de mon point de vue, c'est une idée qui tue, pas simplement au sens anglo-saxon du terme, c'est-à-dire une killing idea qui réussit de manière incroyable, qui atteint un succès phénoménal, mais une idée qui, au passage, a tué une idée reçue préalable. Puisque, par définition, une nouvelle idée ne peut s'imposer qu'en effaçant, en quelque sorte, une idée reçue, une convention de pensée qu'on avait préalablement. D'où l'intérêt de la démarche qu'on appelle chez TBWA la disruption, qui consiste à rechercher l'idée la plus performante en se posant la question de quelle est la convention de pensée qui empêche les gens de voir le monde tel qu'on aimerait qu'ils le voient. Là où TBWA, dans sa démarche, historiquement BDDP, qui est l'ancêtre de TBWA en France, a innové, c'est dans le fait de dire, au fond, pour trouver cette idée la plus performante, on va chercher quelle est la convention qu'on veut transformer, qu'on veut challenger. Quel est le problème? Qu'est-ce qui fait que les gens ne voient pas le monde tel qu'on aimerait qu'ils le voient? Et si on est capable d'attaquer ce sujet-là et de proposer une alternative à cette convention, on a toutes les chances d'effacer cette barrière, en fait, de gommer cette barrière qui gênait la perception pour faire adhérer les gens aux messages nouveaux. Donc l'idée disruptive, c'est cette idée qui détruit
une convention, qui tue en quelque sorte une convention pour devenir une idée dominante et référente. Et si est une sorte de formule magique au cœur de la disruption, car c'est la manière d'exprimer une idée à la fois en s'opposant à la convention, donc on est bien dans cette logique de la valse à 3 temps, de la disruption, convention, vision, disruption. Donc le « et si » oblige à dire « mais et si on faisait différemment d'avant ?» Donc de manière explicite ou implicite, on parle de ce qu'on veut transformer, et en offrant une vision extrêmement positive des choses. Si je commence une phrase par « et si », j'exprime une idée comme une invitation qui donne envie aux gens de la rejoindre. Et donc pour nous, dans le processus créatif et disruptif, que ce soit en matière d'innovation produit, d'innovation de communication ou toute autre forme de problem solving en quelque sorte, le fait de forcer les gens à raisonner avec le « et si » les oblige à rentrer dans un cadre créatif qui est « et si on changeait les choses par rapport à l'existant », mais dans un cadre créatif positif qui est « et si on faisait mieux qu'avant », puisque le « et si » induit l'idée de quelque chose qui va être meilleur. Et donc ça permet d'avoir un processus qui autorise la co-création. Les séances de disruption sont des séances de co-création entre les gens de l'agence et nos grands clients dans le monde entier, dans une formule qui emmène les gens plus loin et qui les pousse à oser innover un cran plus loin en innovant de manière nécessairement disruptive et stratégique, puisque le « et si » les oblige en quelque sorte à s'opposer à quelque chose d'existant et à transformer un existant. Internet a en quelque sorte relibéré la parole publicitaire en prenant publicité dans un sens très large du terme, c'est-à-dire une communication maîtrisée au service des marques. Pourquoi ? Parce qu'au fond, avant Internet, un intervenant ayant des moyens très puissants sur un message basique et répétitif pouvait fonctionner. Internet a permis à des entreprises qui n'avaient pas forcément cette capacité et ces moyens d'émerger de manière très forte en redonnant envie d'inventer, en redonnant une place à la créativité, parce que par définition, les gens ne partagent que des messages qu'ils ont aimés, qu'ils ont envie de partager, soit parce qu'il y a une valeur émotionnelle, soit parce qu'il y a une valeur humoristique supplémentaire. Et dans un pays comme la France, c'était plutôt très bienvenu, parce qu'on était rentré dans une logique en France, c'est moins vrai des pays anglo-saxons, où la publicité avait tendance à vouloir, à tort ou à raison, se rapprocher d'une forme d'information et avait perdu un certain pouvoir de créativité. De mon point de vue, la publicité des années 90-2000 française est beaucoup moins créative que la publicité des années 70-80 en France, alors que en Angleterre, en moyenne, la publicité n'avait rien perdu de sa créativité. Internet a relibéré une parole créative en donnant aux grandes entreprises qui peut-être étaient devenues un peu frileuses sur le risque, entre guillemets, publicitaire, sur l'audace publicitaire, une raison d'oser, qui est que si vous n'osez pas, si vous ne brisez pas la barrière d'indifférence, si vous n'offrez pas une valeur ajoutée d'humour ou d'émotion supplémentaire, il n'y a aucune chance d'être relayé et d'être soutenu par les réseaux sociaux. Au fond, ce que les réseaux sociaux amènent, c'est deux choses. C'est en amont, c'est une matière première plus riche de compréhension instantanée de l'état d'esprit des gens à qui on va parler. Alors, il y a 30 ans, il n'y avait pas Internet, on prenait quand même la température des gens, mais on le faisait différemment, on faisait des sondages, on faisait des études, on faisait des grandes études annuelles d'usage et d'attitude, donc on avait de l'information, mais elle était beaucoup moins disponible, de manière beaucoup moins pointue, et de manière beaucoup moins actualisée. Donc ce qui est clair, c'est que les réseaux sociaux permettent d'avoir cette acuité de la perception et donc une matière pour créer qui est une matière, j'allais dire, particulièrement fine. Donc ça, c'est le côté positif. Mais il y a quand même un revers de cette médaille, c'est que les réseaux sociaux, ils sont aussi très critiques. Et d'ailleurs, très souvent, en particulier les Français, mais c'est vrai dans le monde entier, on préfère utiliser sa capacité de parole pour parler de ce qui ne va pas plutôt que de ce qui va bien. Et donc, les réseaux sociaux ont aussi transformé la relation que les entreprises peuvent entretenir avec leur public en les obligeant à répondre à des questions à la fois sur leurs produits, sur leur offre, sur leur communication, sur leur changement de nom, sur leur changement de look, où parfois on peut les agresser en disant « mais
comment vous m'avez supprimé tel héros de mon enfance, ou comment vous avez osé changer le logo de l'entreprise que j'aime tant. Donc les entreprises doivent avoir aujourd'hui une capacité de réponse, une flexibilité beaucoup plus grande qu'autrefois, où elles pouvaient vivre cachées et heureuses. Aujourd'hui, ça n'est plus possible. Au fond, Twitter est un moyen extrêmement maîtrisé de communiquer pour les entreprises ou pour les chefs d'entreprise. Donc c'est pour ça qu'on a voulu créer Tweetbosses, qui est une volonté d'inciter les patrons, et en particulier les patrons français, à tweeter plus et mieux, en relayant les meilleurs tweets des meilleurs boss, français et internationaux. C'est-à-dire des tweets qui ne sont pas simplement là pour dire ma marque est formidable, mon produit est formidable, je vais passer à la radio tout à l'heure, mais qui sont des prises de position sur un marché, des points de vue, des visions que peuvent avoir les entrepreneurs qui ont compris comment tweeter et bien tweeter, comme Richard Branson, si on prend l'archétype de quelqu'un qui maîtrise très bien les réseaux sociaux, aussi bien Twitter que LinkedIn dans le monde anglo-saxon, ou un Serge Papin, pour prendre un exemple en France de quelqu'un qui a bien compris comment utiliser Twitter à son profit et au profit de l'entreprise dont il défend les couleurs, en l'occurrence Système U. Donc Tweetbosses est là pour essayer d'accélérer cette prise de conscience que Twitter est un outil qui va jouer un rôle de plus en plus central. Les politiques l'ont compris, les journalistes l'ont compris. L'affaire DSK était un moment crucial où les journalistes sont rentrés en masse sur Twitter. Les télévisions le comprennent. Aujourd'hui, Twitter est devenu un outil complètement intégré avec cette dimension social TV en parallèle du premier écran, un deuxième écran qui rendrait la télévision presque plus intelligente et souvent plus drôle. Et il faut que les entreprises le comprennent, parce que celles qui ne le comprendront pas risquent d'avoir un problème de compétitivité face à celles qui l'auront compris. Au cœur du branding se trouvent trois dimensions: l'apparence, le sens et l'expérience. L'apparence, c'est ce qu'on voit, c'est la partie visible de l'iceberg, c'est votre nom, vos couleurs, votre logo, votre signe distinctif, votre bimadome si vous êtes Michelin, votre swoosh si vous êtes Nike. C'est un élément tout à fait fondamental, c'est la forme et qui doit être en ligne avec le fond. Mais évidemment, ce qui drive la valeur, ce qui crée la valeur, c'est le sens. C'est l'idée, on en revient à l'idée qui tue, et au fait qu'au cœur d'une bonne plateforme de marque, il doit y avoir une idée structurante et durable qui permet de programmer l'entreprise, le Think Different d'Apple ou le Just Do It de Nike, de manière durable, et de structurer tous ses actes, tout son comportement, et pas simplement de structurer sa communication ou sa publicité. Mais le troisième élément, qui est encore plus fondamental, on peut avoir la plus belle apparence du monde et vouloir imposer un sens formidable, il faut être capable de délivrer au travers de l'expérience ce sens communiqué par cette forme, en quelque sorte. Et là encore, les entreprises ne sont souvent pas à la hauteur des promesses qu'elles tiennent publiquement. Et donc trop souvent, il y a un décalage entre la promesse et la réalité. Et tout l'enjeu aujourd'hui pour faire progresser les entreprises, c'est de leur faire prendre conscience qu'au nom du brand belief, de ce sens qui est la vision qu'elles veulent délivrer, la raison d'exister, qui est la réponse à la question « qu'est-ce qui manquerait au monde si vous n'existiez pas ?», toute l'entreprise, dans toutes ses dimensions, sur tous ses points de contact, au travers de tous ses personnels, doit en permanence délivrer cette promesse et doit innover, avancer pour améliorer sa capacité à délivrer cette promesse. Et donc c'est ce qu'on appelle le brand behavior, et Being est né pour aider les entreprises à délivrer cette promesse, à être à la hauteur en quelque sorte de la promesse qu'elles veulent délivrer, et ce sur la totalité des points de contact. Et c'est probablement là où le travail est le plus à faire aujourd'hui, et relativement peu de marques arrivent véritablement aujourd'hui à délivrer une expérience qui soit véritablement 100% ou 90% en ligne avec la promesse qu'elles font.